Arrêtons de jouer avec l'OM Champion Project. Arrêtons. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Marseille Champion Podcast. Je suis Mourad Arts et je suis avec mes habituels acolytes, Monsieur Nico @comalvien. Salut Nico. Salut Mourad, salut Yanis, salut à tous. Et du fond de la campagne varoise, Yanis. Salut Yanis. Salut mon cher Mourad, salut Nico, salut tout le monde. Voilà, on est vraiment très heureux de vous retrouver avec une actualité Voilà, on va parler du match de l'Olympique de Marseille, de la rentrée de l'OM en Champions League, un match vraiment pétillant, flamboyant. On va revenir en première partie là-dessus et ensuite on va revenir sur le gros sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la Super League européenne, ou plutôt ne l'appelez plus Super League, appelez-la Première Ligue européenne. Mais tout d'abord, on commence OM Olympiakos, petit jingle. Alors, l'Olympique de Marseille a perdu pour son entrée en Ligue des Champions face à l'Olympiakos, 1-0, but d'Hassan, l'Égyptien, sur un centre de Mathieu Valbuena. Forcément, on savait que c'était de lui que viendrait le coup de couteau, on n'était pas surpris, mais on s'est bien ennuyé, donc on va revenir rapidement sur ce match. Nico, tu avais un peu préparé ce podcast et tu as des choses à dire sur ce match. Vas-y. The floor is yours. Oui, vu qu'on ne va plus au bar et que l'on ne peut plus pérorer avec les copains devant les matchs, je ruminais devant mon écran tout seul. J'ai tweeté compulsivement plein de bêtises en étant rageux et j'ai voulu un peu poser ma pensée à l'occasion de ce podcast, parce que pour moi, ce match d'hier, c'était un peu celui du retour au réel. Mine de rien, on a des joueurs qui sont là depuis longtemps et qui n'avaient jamais joué la Ligue des Champions. Les Sakai, les Sanson, les Kaletakar, les Jordan Amavi, on peut aller même jusqu'à Radonjic, Benedetto ou Rongier. Les autres joueurs, ils ne l'avaient plus joué depuis des lustres. On a dit avant le match, beaucoup de monde a dit que nos joueurs étaient meilleurs que ceux de l'Olympiakos sur le papier. Mais le papier, c'est bien gentil, mais ça joue pas les matchs. Le niveau pur d'un joueur, ça n'a pas de sens sans le contexte dans lequel il joue, sans son état d'esprit, sans sa concentration et sans sa capacité à être à 100% le jour où ça compte vraiment. L'OM est censé avoir un leader qui s'appelle Dimitri Payet, son leader technique, son leader médiatique et son leader salarial. Et ce qu'on attend d'un leader encore plus à l'OM dans un moment clé, c'est qu'il élève son niveau de jeu au-dessus de ses capacités habituelles. On attend qu'il soit à 110%, comme on dit. Parce que c'est comme ça qu'il inspire ses coéquipiers qui sont moins doués, qu'il les invite à renforcer leur motivation, leur abnégation et leur concentration. Donc hier, notre leader technique, il était frais, il n'a pas joué ce week-end, il aurait pu arriver affûté et puis surtout motivé par l'échéance, vu que sa dernière session de Ligue des Champions, c'était avec l'OM déjà, en 2013, quand on a fait 0 pointé. Mais non, hier, Dimitri Payet, il a été fantomatique, il était hors de forme, ça se voit. Il avait une caravane aux fesses et il a touché 44 pauvres ballons. En comparaison, Kaletakar en a touché 72. Donc bon, voilà. Je peux vous laisser développer sur les autres joueurs. Il y aurait des choses à dire sur Florian Thauvin, monsieur à 80 millions, je prends pas l'offre, ou sur Benedetto qui a plus marqué depuis février, ou sur d'autres joueurs. Vous pourrez revenir dessus si vous voulez, mais pour moi, cette équipe, elle m'a surtout donné l'impression de découvrir le niveau d'exigence de la Ligue des Champions, le niveau de concentration, le niveau d'attente. J'ai lu qu'hier soir, c'était pas vraiment le haut niveau, mais pour moi, si, c'est déjà le haut niveau. L'Olympiakos, c'est pas un club qui cartonne sur la scène européenne, mais c'est un club qui sait jouer un match de Ligue des Champions, qui y participe chaque année. Ils ont un cadre, une histoire, un contexte qui font que quand il le faut, soit ils gagnent, soit ils perdent, mais ils font en sorte de limiter les regrets. Et aujourd'hui, l'OM a plein de regrets, je vais finir là-dessus, plein de regrets. La qualification, elle est compromise. Tu prends un but à la fin qui gâche ces longues dizaines de minutes à jouer un football négatif.
un football spéculatif, comme le dit Valdano. Et l'OM a plus que jamais un niveau de jeu qui est atone. Villas-Boas ne propose rien de concret depuis le début de l'année civile. Certains sont contentés quand il y avait des résultats, mais d'autres non déjà. Mais il a renoncé à presser, il a renoncé à prendre la possession du ballon. Le jeu de l'équipe, il se rétrécit comme peau de chagrin. On marque la plupart de nos buts sur coup de pied arrêté, et c'est tout. Et il me semble que c'est déjà tard pour une remise en question. Hier, Villas-Boas, il voit l'équipe qui subit des occasions, et il ne fait des remplacements que dans le dernier quart d'heure, alors qu'il a 5 remplacements possibles et qu'il a plein d'options sur le banc. Donc moi, j'ai quand même l'impression que Villas-Boas, il est de plus en plus arc-bouté sur ses positions. Ses conférences de presse, elles se Rudy Garciaïsent de façon inquiétante. Je fais déjà partie de ceux qui ne souhaitent plus la prolongation de son contrat. La façon qu'il a eu de changer de jeu du jour au lendemain est un grand mystère irrésolu pour moi. Donc voilà, pour conclure, maintenant quoi ? Il reste 5 matchs à jouer pour éviter la honte. Peut-être que le club saura se remobiliser et trouver une autre dynamique, même si j'en doute un petit peu. Et surtout, je pense que nous, en tant que supporters, on doit saisir ce moment et cette opportunité pour devenir lucide sur le niveau de cette équipe et sur le niveau du club, pour exiger plus et pour exiger mieux d'un club du statut de l'Olympique de Marseille dans une compétition de très haut niveau comme la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de choses, Nico. Alors, j'ai envie, je suis particulièrement d'accord sur ta conclusion. Je veux quand même te corriger parce que je suis un esprit chagrin. Le leader salarial de l'Olympique de Marseille, c'est Kevin Strootman. Oui, je suis désolé, il est quand même entré pour être aux premières loges. Il regarde bien Ahmed Hassan sauter. Il a vraiment bien analysé. Notre expérience Ligue des Champions, c'était lui et ça dit des choses. Donc là, c'est vraiment pour être méchant, pour être encore plus méchant que tu pouvais l'être. Mais sur les joueurs, en fait, tu l'as un peu dit où il parlait de valeur de joueurs en tant que tel, sans parler du contexte. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que moi, je persiste à dire que salarialement, au niveau financier, l'Olympique de Marseille a de meilleurs joueurs, donc salarialement et financièrement, que l'Olympiakos, a de meilleurs joueurs que l'Atalanta Bergame, a de meilleurs joueurs que Leeds, a de meilleurs joueurs que de tas d'équipes. Bon, Leeds, ils sont en train un peu de refaire leur truc, mais même, Luke Ayling, Luke Ayling, je t'aime, mais quand même, voilà. Mais donc, il y a l'OM a des bons joueurs et je pense que le problème c'est la manière dont on les fait jouer, c'est le contexte aussi peut-être dans lesquels on le fait jouer et dans lequel on les fait jouer et toutes ces choses-là, et que Villas-Boas l'a dit en conférence de presse, c'est moi le coupable. Oui, c'est lui le coupable, et j'aime bien ce que tu dis sur le fait de se remettre en question et d'être un peu plus exigeant que simplement d'avoir des victoires. Mais après, ça pose aussi la question du niveau d'exigence pour un club comme l'OM, parce que je pense qu'on se ment beaucoup, on vit beaucoup dans l'illusion en fait à Marseille et à l'OM, parce qu'on s'imagine toujours 1993, l'étoile, etc. On en fait des tonnes, et bon, moi je trouve ça de bonne guerre quand c'est pour chambrer le PSG. Ou Lyon, voilà, c'est de bonne guerre, l'histoire c'est important, mais l'Olympique de Marseille a été 8 fois en Ligue des Champions depuis le début des années 2000, donc sur 21 saisons, l'OM a été 8 fois, donc c'est même pas la moyenne, donc on n'appartient plus au gratin du football européen, et ça on l'oublie un peu trop souvent. On exige des résultats parce qu'on dit que c'est les résultats qui sont importants, et on oublie tout le reste, donc voilà, enfin, je suis un peu perdu parce que moi, je pense que avoir juste des résultats en alignant l'argent, on n'a plus assez d'argent pour pouvoir être sûr de simplement, avec l'argent, sans projet de jeu, arriver en Ligue des Champions. Il faut, avec notre quantité d'argent, même quand on en a comme au début de l'OM Champions Project, il faut qu'il y ait un projet de jeu au-dessus pour que tu puisses performer. Mais on est toujours dans ce vieux logiciel. Non, mais c'est bon, on va mettre des trentenaires, des joueurs, on va payer des joueurs pour nous ramener directement en Ligue des Champions. Bon, il faut changer ce logique exigeant. Il faut revenir à un projet de jeu et arrêter de se contenter de victoires à la petite semaine. Voilà, et on va laisser la parole à Yanis, qui j'ai voulu dire que c'était le Yanis Iko hier, mais il m'a corrigé, il m'a dit moi je supporte pas l'Olympiakos, je supporte l'AEK Athènes. Donc Yanis, qu'est-ce que tu as à dire sur ce faux Yanis Iko donc?
Donc, le constat de Nico est sans appel et il est très, très bien résumé, je le partage. Moi, évidemment, j'attendais de ce retour en Ligue des Champions, j'attendais ce retour en Ligue des Champions avec impatience, d'autant plus que c'était donc sur la terre de mes ancêtres. Et j'attendais surtout des réponses, en fait, à la question que j'avais posée déjà il y a quelques podcasts. Est-ce que ce retour en Ligue des Champions, est-ce que ça allait être le début de quelque chose ou finalement un aboutissement? Et là, on se rend compte qu'en fait, la qualification en Ligue des Champions, c'est plutôt un plafond pour nous, quoi. C'est en rien le début de quelque chose, quoi. Parce que, comme tu l'as dit, peut-être il manque un projet de jeu, il manque une identité sportive à l'OM pour pouvoir espérer mieux dans ce genre de compétition qui est, comme l'a dit Nico, le haut niveau. Là, on se frotte au haut niveau. Et donc, évidemment, comme vous, c'est la déception qui prédomine. Et l'enseignement majeur, le mot qui me revient à l'esprit de cette soirée d'hier, c'est faible. C'est faible dans les intentions de jeu. Nico l'a aussi dit concernant notre coach André Villas-Boas, qui semble un peu atteindre les limites de sa stratégie pragmatique en janvier, qui est devenu complètement minimaliste depuis le début de cette saison. Donc faible dans les intentions de jeu, dans l'envie, et puis faible sur le niveau de nos joueurs, tout simplement, quoi. Nico a évoqué le cas Dimitri Payet. Il a bien raison, parce qu'on est en droit d'attendre plus d'un joueur qui a coûté ce qu'il coûte, les énormes sacrifices, comme a dit Jacques-Henri Hérault, auquel il a consenti pour signer jusqu'en 2024. Ça me donne un peu des sueurs froides de l'imaginer dans 3 ans encore avec le maillot blanc. Mais il y a d'autres joueurs. Il y a aussi Florian Thauvin, qui est plus difficile un petit peu à attaquer parce qu'il revient quand même d'une saison blanche et il a besoin de temps pour se relancer. Mais quand même, c'est un joueur qui n'a dans sa carrière pas beaucoup disputé de matchs de ce niveau-là. Sur Thauvin, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'il a pas été mauvais. Je pense que son rôle, en fait, à lui, c'est jamais d'être un créateur à la Payette ou je sais pas, à la Papou Gomez ou ce genre de choses. Non, lui, c'est pas ça. Lui, en fait, c'est un peu une arme fatale que tu mets au-dessus. Bon, alors c'est un peu quelqu'un qui est dans la surface de réparation, qui frappe, qui fait la dernière passe. Hier, en fait, il se procure. En l'occurrence, ouais. Hier, il se procure la plus grosse occasion du match en première mi-temps sur un truc que seul lui dans cette équipe peut faire et que même dans pas mal d'équipes, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire cette fameuse spéciale et elle passe pas si loin et c'est un geste quand même appréciable sur un terrain de foot. Mais il fait que ça. Oui, mais au moins il le fait. Mais il fait pas que ça parce que début de seconde période sur l'occasion de Benedetto, c'est lui qui fait une super passe. Il lui fait une superbe passe à Benedetto. Vraiment, la passe, elle est dosée, elle est en première intention, elle est 2 volées, elle est super belle. Donc forcément, en fait, profitons-en. C'est tellement rare que Thauvin fasse dépasser Benedetto que quand il en fait une, il faut la savourer, quoi. Voilà, en fait, Thauvin, le truc, c'est qu'il est perso. Oui, c'est un perso, mais c'est le mec le justifie par ses stats. Et c'est un joueur à défaut, c'est-à-dire que c'est un joueur, tu connais ses défauts et tu sais que tu le mets sur le terrain, il va faire ça. Et en fait, ce qu'il fait, ça justifie sa place sur le terrain. Après, si tout le monde autour de lui est nul, et de temps en temps, il combine. On l'a vu contre Bordeaux avec Sakai. Sakai, il est toujours là, il fait toujours des appels. Après, c'est aussi parce que Sakai est là aussi pour mettre en valeur Thauvin. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'il apprécie. Mais je pense que Thauvin, il y a 2 choses. On a tendance à attendre des choses de lui qu'il ne peut pas faire. Et on a tendance à ne pas apprécier ce qu'il est capable de faire. Et quand il va partir, on se dit putain, au moins Thauvin, il pouvait nous mettre un ballon dans la lucarne une fois de temps en temps. Et on l'aura plus. Et sur le côté, on a tendance à attendre des choses de lui qu'il ne peut pas faire. C'est peut-être aussi que c'est son niveau plancher, en fait. Est-ce que Thauvin peut faire mieux que mettre 20 buts et 15 passes décisifs à l'OM? Moi, je pense pas vraiment. Et je pense que c'est déjà beaucoup. C'est ce que je disais au début de mon intervention, c'est le retour au réel, c'est-à-dire que
Hier, il y a un certain nombre de joueurs qui ont atteint un niveau d'incompétence. Il y a plein de mecs qui n'ont pas joué avec des champions ou qui l'ont joué il y a très longtemps, qui s'y sont frottés hier et qui ont bien vu que ça serait compliqué. Moi, je pense que c'est un peu facile de tout mettre sur Villas-Boas, qui certes est complètement largué, qui rate son match, qui rate son début de saison, etc. Mais je pense aussi qu'il y a un problème de niveau général. Et le niveau salarial des joueurs ne justifie pas ça. Enfin, les joueurs sont payés trop cher pour ce qu'ils valent vraiment. Il faut le dire, il faut le savoir. C'est trop. Ils n'ont pas le niveau. Et finir deuxième dans une Ligue 1 à 28 journées et en galérant et en étant sur le reculoir avant le confinement aurait dû nous alerter. C'est une deuxième place par défaut. Il faut être lucide. Et la moitié de cette équipe n'a pas le niveau pour être à l'OM. Minimum la moitié. Mais c'est quoi le niveau pour être à l'OM, Nico ? Eh ben, le niveau pour être à l'OM, c'est jouer le podium chaque année, c'est être minimum en huitième de finale de Ligue des Champions chaque année, c'est gagner une coupe de temps en temps, c'est ne pas galérer comme on galère contre les petites équipes, c'est être la meilleure équipe derrière le PSG, avoir un effectif du niveau de Lyon et des performances européennes du niveau de Lyon minimum. Mais regarde, je pense que ce que tu décris, c'est un peu ce que Rennes a fait ces dernières années. Est-ce que tu penses que Naïef Aguerd, Martin Terrier, ok, Steven Nzonzi, on pourrait très bien, c'est tout à fait le type de profil qu'on peut avoir dans notre équipe. Mbanyang, on le voulait aussi. Romain Del Castillo, Adrien Hunou, je suis devant le Flavien T, oui. Jonas Martin, tout ce genre de mecs. Est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs que Valentin Rongier, Morgan Sanson, Dimitri Payet et Florian Thauvin? Je pense pas. Mais en fait, je pense que la question. C'est un contre-exemple, Rennes. Enfin, de toute façon, en fait, pour connaître le vrai niveau d'un joueur, il faut pas le comparer à ce qui se fait en Ligue 1. Hier soir, c'était la Ligue des Champions, c'était le vrai révélateur du niveau d'un joueur, quoi. Et comme l'a dit Nico, les joueurs de l'OM, ils ont quand même des émoluments de niveau Ligue des Champions. Sauf que le niveau footballistique, il n'est pas en adéquation avec leurs émoluments, quoi. Donc le révélateur, c'était hier. Le révélateur, c'est pas quand tu joues en Ligue 1, le comparer avec le milieu de terrain de Rennes ou de Monaco. Après, je comprends ce que tu veux dire, Mourad, je suis d'accord avec toi. Tu peux faire du très bon jeu avec pas beaucoup d'argent, avec un très bon coach, tu peux faire beaucoup avec peu, mais c'est pas la vocation de l'OM. La vocation de l'OM, c'est de prendre des joueurs soit dans la fleur de l'âge, soit sur le point d'éclore. Et c'est là, je pense, où c'est une grossière erreur. Je pense que beaucoup de monde, et même au club, est dans cette idée-là. Sauf que ces joueurs-là, eh ben, ils te coûtent très cher et qu'ensuite, il faut les mettre dans un contexte pour les faire. Et qu'après, en plus, tu dis, oui, bah, attends, on va pas leur demander de courir, on va pas leur demander de faire des efforts défensifs de malade, on va pas leur demander de faire ci, de faire ça. Et je pense que c'est une grosse erreur, que tu as moins de résultats avec cette idée-là de jeu que t'en as en te disant, ok, ce qu'il faut, c'est un projet de jeu, on se base sur un projet de jeu, et puis les joueurs, ils arrivent, ils viennent, ils partent, parce que c'est le football en 2020, malheureusement. Tu fais du trading, mais tu le fais de manière intelligente. Mais nous, on est toujours dans cette idée, oui, bah, il nous faut des joueurs confirmés, etc. J'ai l'impression qu'on construit toujours l'OM comme on construit une équipe FUT, c'est FIFA Ultimate Team. Mais parce que tu sais très bien aussi que faire un projet de jeu, ça prend du temps, ça demande de la stabilité, ça demande genre 7 ans pour te qualifier en Ligue des Champions. En fait, c'est pour ça. Je suis d'accord avec toi, mais l'instabilité du club est un problème structurel qui a traversé les actionnaires, les présidents, les entraîneurs, les joueurs. C'est un problème de structure à l'OM. Tu dois composer avec un problème structurel ou une instabilité ou l'absence de résultats te propose des problèmes où tu ne peux pas construire sur du long terme. L'OM ne peut pas construire sur du long terme, c'est impossible, c'est acté. Je suis pas, je comprends.
Mais je suis pas d'accord avec ça et je pense surtout que c'est un manque de vision et que c'est un petit peu un manque de couilles de la part de dirigeants, entraîneurs, etc. Parce que d'avoir des convictions et de pas en changer et de continuer sur la même sur la même route et de pas dire au début d'un projet on fera jamais de trading. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse de devoir vendre son meilleur joueur pour 3 ans après dire bon alors phase 2 maintenant phase trading. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc je pense qu'en fait, l'OM vit toujours dans l'illusion des années 90 et c'est vraiment embêtant parce que l'OM a un potentiel pour faire tellement plus et que les clubs de second rang financier en Europe qui se sont élevés au-dessus, ils ont fait autre chose que de rester sur leur position. Ils ont fait des choix forts et ils sont partis dans des directions fortes et que nous, on va toujours rester sur ces petites victoires, sur ces petites qualifications, sur ces petites... Je suis d'accord avec toi, mais oui, moi aussi, je suis pas content quand je vois qu'autant de supporters sont trop tournés vers le passé, très clairement. Mais... être un grand club, c'est un statut avant tout. Je pense qu'on ne redeviendra qu'un grand club qu'à partir du moment où on aura de l'exigence. C'est OK de mettre beaucoup de fric sur un joueur quand il est bon. On a mis beaucoup de fric sur Ocho Gonzalez, il a été très bon. Je suis disposé à ce qu'on mette un certain fric sur Thauvin parce qu'il te garantit des buts. Le problème, c'est pas de mettre du fric. Le problème, c'est de mettre du fric où il faut. Tu vois, et c'est que sur ton joueur où tu mets du fric, où tu investis, c'est au club d'être exigeant avec lui et c'est aux supporters d'être exigeant avec lui. C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas d'avoir des sous, mais c'est de bien l'utiliser et c'est de mettre tes joueurs au pas. Vas-y, à ce propos, il y a 2 joueurs qu'on a dans l'effectif qui nous ont coûté très cher, qui nous coûtent toujours très cher en salaire, qui ont l'expérience Ligue des Champions et qui sont là justement parce qu'on devait jouer cette compétition depuis pas mal d'années. C'est Kostas Mitroglou, pour lequel ça aurait été un retour aux sources, lui, hier soir, et Kevin Strootman, 2 joueurs qui nous ont donc coûté très cher, qui nous coûtent encore très cher en salaire, et qui finalement sont complètement hors des plans de l'entraîneur. Donc cet effectif, il est un petit peu bâti en dépit du bon sens, comme on l'a dit et répété dans ce podcast depuis pas mal de temps maintenant. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle on n'arrive pas à développer un jeu correct. Bon, on voulait faire court sur ce match, donc on va s'arrêter là. Et je terminerai en disant que le joueur le plus excitant hier, c'était Pape Gaye, et qui n'a pas coûté cher. Et moi, je veux des joueurs excitants, j'en ai marre d'avoir des sénateurs. Je l'avais dit que j'arrêtais. Promis, j'arrête. On passe à notre vrai débat. Puisqu'on est en Europe, on va rester en Europe et on va parler du cauchemar des vrais amoureux de l'Europe. C'est un sujet très difficile d'abord et je crois qu'il faut éviter des jugements à l'emporte-pièce. Je pense d'abord qu'il faut se demander si c'est le sens de l'histoire d'aller vers une ligue fermée ou quasi fermée. Je pense que oui, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, j'avais dit il y a un peu plus d'1 an que la Champions League était de facto une ligue déjà quasi fermée. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Je crois que c'est l'évolution du football. On assiste à une vraie mutation, à une vraie transformation. La Super League européenne, ou plutôt la première ligue européenne qu'a annoncé Sky Sports cette semaine, qui nous parle d'un projet soutenu par la FIFA, avec également dans la boucle la banque JP Morgan, et ouais, des vraies valeurs sportives là-dedans. Le président de la FIFA, donc le chevalier blanc Gianni Infantino, que vous connaissez tous à son crâne luisant, a déclaré ne pas être intéressé par ce projet. Mais d'une manière ou d'une autre, cette alternative semble inéluctable. Ça semble être le sens de l'histoire, comme l'avait dit Jacques-Henri Hérault, le sens de l'histoire des financiers du foot, sans doute plus que le sens de l'histoire des supporters. Mais cette compétition semble être destinée à exister, cette Super League fermée avec des clubs qui se donnent un peu d'argent et se disputent dans leur petit boys club. Donc, vu que cette alternative semble inéluctable, on a envie d'en discuter parce que c'est un sujet assez clivant. Et on va commencer par toi, Nico.
Dis-nous ce que tu penses. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce projet de Super League, de Première Ligue européenne, bref, appelez de la Ligue du fric, de Money League. Qu'est-ce que ça t'inspire? Vas-y, à toi la parole. Un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de dilemmes autour de cette question-là. Pour reprendre la formule de je sais plus qui, et oui, c'est très documenté, je dirais que celui qui ne veut pas aller dans la Super League n'a pas de tête, et que celui qui veut y aller n'a pas de cœur. Avant de parler du reste, je crois qu'on doit se rendre compte en fait des changements qui vont être provoqués par cette Super League. Ça va être, parce que j'en parle au futur, parce que je pense que c'est inéluctable, je pense que ça va être une immense transformation du football, la plus grande au moins depuis le tournant des années 90-2000, avec la Champions League à 32, l'arrêt Bosman et puis l'apparition du foot business et des gros transferts. Faudra qu'on analyse les modalités en détail, mais le concept de la Super League, c'est qu'elle est fermée. Donc il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de qualifié et il n'y a pas d'éliminé ou alors peut-être à la marge. Donc en partant de là, ça signifie de facto la fin des championnats. Ils existeront toujours peut-être, mais rien n'empêchera les clubs concernés par la Super League d'y envoyer des équipes C pour le folklore. Et puis, si cette Super League elle n'est plus sous l'égide de l'UEFA ou de la FIFA, ce qui est une possibilité, on pourra même imaginer des modifications de règles, de la durée des périodes, de l'arbitrage, des règlements sur les transferts, de tout sera sur la table. Donc forcément, pour moi, s'il y a la Super League, ça sera forcément un moment triste et puis la fin d'une certaine idée du foot, celui avec laquelle on a grandi et on a rêvé. Donc maintenant, concernant l'OM, moi, je dirais que la possibilité de voir le club dans une Super League, c'est quand même assez important. Vu que l'objectif de cette ligue, ça sera la rentabilité, les audiences et le business. Sur ce plan, l'OM est encore largement supérieur à Lyon ou à Monaco, c'est clair. On est le seul club français avec Paris à mobiliser des audiences allant au-delà des amateurs de foot et avec un vrai potentiel international. Je me demande même parfois si le gros boulot de Jacques Henri Hérault sur l'Afrique, sur les grandes villes américaines, les grandes villes asiatiques, c'est pas une préparation de cette échéance. Avec notre palmarès et le potentiel économique du club, on a des arguments solides à faire valoir et si JHE il milite pour la Super League et il travaille avec l'ECA, le syndicat des grands clubs, depuis son arrivée à l'OM, c'est peut-être son principal chantier finalement de nous y préparer. Donc je dirais que nos chances sont bonnes. Donc pour conclure, pour le supporter, je dirais que c'est compliqué. C'est un vrai dilemme philosophique qui se pose. Est-ce qu'on veut y aller, devenir une marque mondiale et abandonner ce qui nous reste d'authenticité, ou est-ce qu'on veut renoncer à la lumière définitivement et donc un peu mourir? Les deux options ont du bon et du mauvais. Si on y va, c'est un immense accélérateur. On revient à la table des très grandes d'Europe avec l'argent, les grands joueurs qui vont revenir. On va devenir un super club. Mais pour rester dans les clous, on devra avoir des tribunes sages, pas de débordement. Il n'y aura plus de matchs dans des petits stades contre des équipes différentes. Il n'y aura plus vraiment de prise avec le football français. Et on pourra se questionner sur l'engagement de nos joueurs par rapport à la ville, par rapport aux couleurs et par rapport à l'histoire. Ça va devenir un peu comme un NBA. La question pour moi, elle est quand même très ouverte, quoi. C'est est-ce qu'on reste pur et on meurt, ou est-ce qu'on vend notre âme au diable et on reste vivant, quoi. Belle conclusion, ma foi. Belle conclusion. Yanis, à toi. Alors, cette ligue fermée, bon, d'abord, c'est encore un petit peu flou d'en parler, même si ça nous paraît un petit peu tous inéluctable, parce qu'on sait que le football a depuis longtemps pris un petit peu le chemin de l'oseille. De l'oseille, toujours plus. Mais moi, je suis globalement contre, évidemment, parce que je crois que on n'est pas des Américains, c'est pas dans la culture européenne de faire ce genre de ligue fermée, même si ça pointe un petit peu le bout de son nez, et ça a déjà été un petit peu le cas, parce que quand on regarde la Ligue des Champions aujourd'hui, on n'est quand même pas loin d'une ligue européenne où on retrouve un peu toujours les mêmes équipes, hein. Du moins à partir des huitièmes de finale, c'est un peu toujours les mêmes. Mais je suis globalement contre.
Donc pour 2 raisons, comme je vous l'ai dit, parce que je pense que c'est pas exactement dans la culture européenne. Et puis pour la seconde raison, c'est que l'objectif, c'est évidemment de dégager de plus hauts revenus, mais c'est surtout de réduire au maximum l'incertitude. Or, l'incertitude dans le football, comme l'a dit Nico, c'est vrai que c'est ce qui nous fait rêver depuis qu'on est gamin. Moi, c'est ce qui m'a toujours plu. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de ce sport, quoi. Le premier match de Coupe du Monde que j'ai regardé, c'était, je l'avais écrit d'ailleurs dans un papier sur le premier poteau, c'était Argentine-Cameroun, en ouverture de la Coupe du Monde en Italie en 90. Et ce jour-là, le Cameroun bat l'Argentine championne du monde de Maradona. Mais c'était un moment magique. Pour moi, j'étais un gamin et pour moi, c'est ça le football, quoi. Le petit peut battre le gros, l'incertitude, c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Et en fait, on réduirait tout ça à néant, quoi. Donc, évidemment, ça me chagrinerait énormément et c'est la principale raison pour laquelle je serais contre. J'aimerais rajouter que ce genre de projet de ligue fermée, il date pas d'hier. Ce genre de projet, il avait déjà germé dans l'esprit d'un Silvio Berlusconi à l'époque où à l'OM de Bernard Tapie, justement, on jouait des coudes avec le Grand Milan. Et c'était plus à l'époque pour Silvio Berlusconi, je crois, un moyen de pression qu'autre chose. Je crois que ça avait été plutôt un moyen de pression pour permettre un petit peu aux grands clubs de faire valoir leurs conditions à l'UEFA, notamment en termes de revenus, quoi. Et d'ailleurs, Yanis, je me souviens d'une discussion avec Mathieu Grégoire qui m'avait dit, en fait, Bernard Tapie en parlait aussi à l'époque où l'OM devait être exclu de la Ligue des Champions, et il disait déjà à des sponsors, etc., écoutez, vous en faites pas, leur exclusion, ça va pas tenir parce que nous, on sera dans cette nouvelle Ligue européenne, fermé. Et puis, c'est des nanars, quoi. Ça n'a pas forcément, existé en 1993-1994, quoi. Mais c'était déjà dans leur esprit. Après, c'est vrai que je crois qu'au Bayern, il y a Karl-Heinz Rummenigge qui avait un petit peu remis ça au goût du jour au début des années 2010. Mais cette idée de ligue fermée, elle est dans les esprits des grands présidents, des présidents des grands clubs depuis le début des années 90. Mais il faut le savoir, il y a aujourd'hui les contrats de sponsoring. Par exemple, en Angleterre, à Manchester United, l'équipementier Adidas ou le sponsor, c'est les Chevrolet. Aujourd'hui, si le club de Manchester n'est pas qualifié en Ligue des Champions, je crois que c'est Mourinho qui l'avait dit dans une de ses conférences de presse, le contrat se réduit de moitié. Donc ça, les contrats de sponsors se réduisent de moitié, quoi. Donc ça, évidemment, ça fout une énorme pression aux entraîneurs et c'est ça que les grands clubs veulent à tout prix réduire, quoi. Voilà. Donc globalement, je suis contre. Maintenant, il y a une deuxième question qu'on va un petit peu essayer de développer dans ce podcast, c'est qui de l'OM, si cette ligue voit le jour, est-ce que l'OM doit y être? Et là, ma réponse sera que l'OM doit, ça me coûte un peu de le dire, mais l'OM doit impérativement y être pour ne pas, comme l'a dit Nico, mourir un peu quelque part, quoi. C'est vrai qu'il y a une chose à laquelle je n'avais pas trop réfléchi, mais que tu as soulevé, Yanis, c'est l'incertitude. Et c'est vrai que cette réduction de l'incertitude, c'est vraiment des mots qu'on entend beaucoup dans la bouche des nouveaux présidents. Même, je me souviens de Jean-Claude Gaudin à la mairie qui expliquait, je vais pas faire l'accent de Jean-Claude Gaudin, Nico le fait mieux, voilà, que c'est bien normal que Monsieur Hérault veuille réduire, Monsieur Hérault et Monsieur Courte veuillent réduire l'incertitude sportive, et tu as très bien résumé ce que ça veut dire. Puis j'ai envie d'ajouter qu'en fait, lorsque les changements sont dictés par les impératifs financiers pour réduire l'incertitude sportive, le jeu, il en pâtit pratiquement toujours. Et donc, on pourrait avoir, tu vois, quelqu'un qui est un peu amoureux du jeu comme moi, pourrait peut-être avoir cet espoir de dire, bah oui, mais là, il y aura des meilleurs joueurs et donc, ça va faire que tu vas avoir une priorité plus importante sur le jeu. Mais je suis sûr que, étant donné que ce qui dirige cette ligue, ce sera les impératifs financiers, que le jeu va encore être mis au lendemain, quoi. Dire oui, non, mais pour le moment, il faut qu'on garantisse la 14e place dans notre groupe de 15 équipes. Ça va forcément être un truc comme ça, parce que c'est toujours comme ça quand les impératifs financiers prennent le pas sur le reste.
Mais on va ouvrir un petit peu le débat à notre communauté, qu'on remercie. Elle n'est pas énorme, mais c'est une bonne communauté. Ça fait du bien d'avoir une bonne communauté, donc on vous remercie tous. On va commencer par citer quelques-unes de vos réactions, puisqu'on vous a demandé sur Twitter, sur le @mcp_podcast, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Alors d'abord, forcément, corruption oblige, on est obligé de donner la parole à 2 membres éminents du VBFC. Donc l'éminent Camellus Black qui nous dit qu'il la fasse donc, pourvu que notre club soit laissé en dehors de ça. Et Motherfunker qui est encore un peu plus poétique, qui dit c'est de la merde, des bisous. Donc ça se passe de commentaires. Il y a aussi, dans le même ordre d'idées, il y a le Amato 13, 1, 2, 3, qui nous dit qu'ils fassent leur Super League et qu'on reste en dehors. La Super League intéressera une dizaine d'années, mais j'aurais toujours plus de kiff à voir un Bordeaux OM qu'un OM Arsenal. Et vous, est-ce que vous avez plus de kiff à voir un Bordeaux OM qu'un OM Arsenal, messieurs ? Si dans ton Bordeaux OM tu n'as plus aucun joueur de niveau décent, peut-être qu'on sera entre nous, qu'on va s'amuser en tribune et tout ça, mais ça va être un pauvre match. Et puis il y a un truc existentiel aussi, c'est que si tu ne peux plus te qualifier dans la plus grande compétition européenne, à quoi ça sert de jouer ton championnat en fait ? Oui, tu peux le gagner, mais bon, t'es le roi des paysans, quoi. Tu vois. C'est le fameux, je sais plus, il y a un dicton comme ça, mieux vaut être un gros poisson dans un petit bocal enfin, je sais plus, un truc comme ça avec des bocaux et tout, quoi. Après tout, pourquoi pas ? Moi, je suis un partisan de la décroissance. C'est peut-être qu'un championnat à taille humaine, avec des équipes qui se valent et avec des beaux matchs à suspense, à retournement et avec on peut imaginer des équipes un peu plus proches de leur ville, un peu plus locales, pourquoi pas, ça peut être un retour aux sources intéressant, mais ça veut dire aussi que pour les 100 prochaines années, au moins pour les prochaines décennies, on est sûr et certain qu'il n'y aura qu'une seule étoile sur le maillot et que ça ne changera jamais, quoi. Alors, monsieur le Hamish, on va d'abord on va d'abord préciser quelques... Je peux rajouter... Attends, Yannis, je voulais préciser un petit truc parce que moi, ça me fait penser à... j'avais un pote qui était pour Lens à l'époque et je me souviens, j'avais été le voir et on avait été voir Lens 3 en 2e division parce que je voulais voir Bollard parce que tout le monde en parlait et oui, c'était très bien même en 2e division et je me souviens qu'il m'avait dit... Enfin, franchement, c'était l'année avec Camboire là où ils étaient pas loin où ils sont remontés d'ailleurs, où je pense que c'était d'ailleurs en fin de saison ou un truc comme ça, ils s'apprêtaient à remonter et il m'a dit franchement, tu sais quoi, je suis content de remonter en Ligue 1, mais par contre, je vais pas te mentir, les matchs avec la pression, des matchs un peu pourris et tout de la Ligue 1, limite ça va pas me manquer, je préférais venir au stade. Je venais au stade contre des petites équipes, il y avait une grosse ambiance, tout le monde était derrière l'équipe, tu gagnes plus de matchs, t'es plus dans le truc positif, etc. En fait, ce qu'il me racontait, c'était que en Ligue 2, il prenait plus de plaisir à voir son équipe qu'en Ligue 1 à galérer un petit peu. Donc c'est un petit peu cette idée. En fait, c'est l'idée du plaisir dans le football. Elle devient de plus en plus importante dans ma manière de voir les choses parce que travailler sur l'Olympique de Marseille, je pense que ça m'a coupé une part du supporterisme. Je veux toujours voir l'OM gagner, mais je suis plus j'ai perdu une dose de mauvaise foi, en fait, une dose de mauvaise foi que tout supporter a en lui et qui lui permet de faire l'impasse sur des choses que son équipe fait mal. Il dit oui, mais on a gagné, c'est bon, etc. Et c'est compréhensible. J'avais la même chose, sauf que je l'ai pu ce truc parce que c'est devenu mon job et que j'ai d'autres ambitions, d'autres exigences. Et je sais pas si même j'arrête demain, si je vais retrouver cette vision presque innocente du supporterisme, on peut dire, où t'es même prêt à faire avoir de la mauvaise foi pour du moment que ton équipe gagne, c'est tout ce qui t'importe. Donc et puis il y a Marcelo Bielsa aussi qui est passé par là entre-temps. Donc ça change aussi ça change des choses et moi j'ai envie de me positionner plus comme ça en fait à l'avenir et c'est pour ça que c'est un désastre pour moi de voir ce qui est devenu
Marseille Consola, hashtag Atlético, hashtag ex-Marseille Atlético, machin truc, parce que limite j'ai envie de me passionner pour autre chose. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre Leeds en seconde division, aller jouer contre Burnley dans des stades, sur des belles pelouses, même en deuxième division en Angleterre. Mais je sais pas, en fait, ce football qu'il dessine là, c'est pourfendeur de l'incertitude sportive. C'est vraiment le football de la fameuse citation que Yanis cite souvent, donc de Galeano. C'est quoi déjà? Le football est un voyage du plaisir au devoir. Hein, Yanis, c'est quoi déjà? Oui, l'histoire du football est un voyage triste. Du plaisir au devoir. Il a perdu de jouer pour jouer. Ouais. Un voyage triste. Voilà, mais c'est un peu ça en fait. Et ce truc de... Hier, je disais à ma compagne pour rigoler, ouais, mais tu comprends, l'OM c'est un peu ma religion. Et elle me disait arrête, mais c'est vrai en fait, c'est un peu ça tient la place de religion dans ma vie. Sauf que là, je me pose des questions quoi sur ma religion. Je me dis, ça me rend un peu triste quoi cette religion. Donc bref, c'était un très long aparté pour. C'était la parenthèse Burnley Marcelo Bielsa. Ouais, mais par rapport à ce Bordeaux OM, je pense qu'en effet le Bordeaux OM ça va devenir un peu le Leeds Burnley de l'année dernière. Et franchement, il y a des moments où c'était vraiment un plaisir, quoi. C'était vraiment excitant. Et à un moment, je me suis même dit, est-ce que tu vas pas suivre Auxerre cette année pour suivre Furlan? Bon, apparemment, ça se passe pas super bien. Hein. Donc, mais par exemple, je regarde Brest, tu vois. Et j'ai mis 3 fois le pied en Bretagne dans ma vie, quoi. Mais parce que c'est un entraînement. Enfin, je sais pas. C'est des histoires un peu différentes. Alors oui, je veux toujours voir l'OM gagner, mais vraiment, mon rapport au foot a un peu changé et j'ai peur que si cette Super League arrive là, ça va lui mettre un sale coup dans le dos, quoi. Donc moi j'ai très peur pour mon amour du football. Vas-y Yanis. Si je peux revenir sur la commentaire du Twitto là, donc j'ai perdu le nom, mais qui était intéressante, c'est surtout sur la partie où il dit au niveau de l'intérêt, il parle d'un intérêt de 10 ans. C'est un peu ce que je vous disais en préambule, c'est que c'est pas dans notre culture. Est-ce qu'on va avoir un réel intérêt à regarder cette ligue fermée? Vous vous souvenez au début des années 2000 quand il y a eu une deuxième phase de transformation de la Ligue des Champions et qu'on a instauré cette deuxième phase de poule. D'ailleurs l'OM l'avait joué à cette époque-là et on avait passé un premier tour de poule et puis on était tombé dans une poule où il y avait la Lazio et là on s'était rétamé quoi. Et Chelsea et ça aussi, il l'a. Et c'est Il y avait intéressant que tu parles de Chelsea ça qu'on avait que, battu grâce à Pires et on avait perdu contre la Lazio, il me semble. voilà, et avec le recul et contre le Feyenoord. Feyenoord aussi le troisième. Bon. Mais cette formule, elle n'avait pas vraiment marché parce que déjà les matchs étaient en milieu de semaine et c'est une question qu'il va falloir se poser parce que si elle voit le jour, cette ligue fermée, les matchs seront peut-être le week-end. En termes d'audience, c'est mieux pour eux. Et du coup, ça aussi, ça entraînerait la mort des championnats domestiques. Mais le Twitto parlait d'intérêt. Cette formule de la Ligue des Champions, les gens avaient eu très peu d'intérêt pour elle. D'ailleurs, moi le premier, ce deuxième tour, cette deuxième phase de poule, elle était encombrante. Ça faisait énormément de matchs. Il faut le dire, au plus on multipliera les matchs, peut-être qu'on multipliera les revenus pour les clubs, mais au plus on multipliera les risques de blessures chez les joueurs et les risques de dopage aussi, qui est un autre débat dont on parle très peu, c'est presque tabou dans le football, mais bon, ça doit peut-être exister. Et je pense que voilà, cette formule, elle avait eu très peu d'adhésion de la part du public, parce que ça faisait trop de matchs en fait, beaucoup trop de matchs, et d'ailleurs cette formule, j'ai pas les chiffres en tête, mais elle n'avait pas duré très longtemps, cette formule à deux phases de poule, quoi. Je crois et 2 donc, ans. Et d'ailleurs, ouais, c'était pour ça, tu sais, ce fameux OM Chelsea qu'on gagne 1-0 grâce à Pires, on gagne 1-0 dans un stade à moitié vide, en fait. Et pourtant, voilà, cette saison. À moitié vide. Et cette saison, tu fais en championnat. En championnat, c'était désastreux et justement, la Ligue des Champions aurait pu être une bouffée d'air ou un truc comme ça, mais il y avait un désintérêt profond et c'est vrai que ça avait marqué l'UEFA et où il s'était dit, ok, bon là, on a peut-être été un peu trop loin au niveau de la multiplication des matchs. Voilà, exactement. Donc c'est une question qui va aussi se poser. Après, comme donc le commentaire du Twitto était très bien ciblé, c'est surtout
Est-ce que le public va avoir l'intérêt pour cette compétition? Et je crois qu'on peut le dire dans les réactions qu'on a recueillies sur le compte du MCP Podcast, la plupart des gens sont contre. En fait, il n'y a personne qui nous a dit je suis pour, quoi. Ouais, Ouais, pas mais, si vous ouais, avez mais fait le compte. Yanis, on a une audience très qualifiée, quoi. Oui, C'est un truc particulier, quoi. Je pense. Ce sont des romantiques, ouais, ce sont des romantiques. Mais par rapport à ça, j'ai levé la main sur Skype, mais vous l'avez pas vu. Je pense qu'en fait, le public ciblé, c'est pas nous, les gars. C'est absolument pas nous. Nous, on sera toujours là plus ou moins, mais surtout, les grands clubs, c'est plus le public européen qui vise. C'est les Chinois, les Américains, les Africains, peut-être l'Amérique du Sud même. L'idée, en fait, c'est de conquérir des nouveaux marchés. Il faut comprendre un truc, c'est que ces nouveaux marchés, en fait, eux, leur enjeu, c'est secondaire. Et eux, ils ont une approche du football qui, culturellement, est différente. Ils veulent moins de l'enjeu du suspense que de voir le dernier exploit de Sancho, de Dybala, de qui tu veux. Ce qui les intéresse, en fait, c'est une vision du foot comme un spectacle, non pas comme une opposition. Donc, moi, je pense que le fait que les enjeux se réduisent, ça pose des problèmes à pas grand monde. Il y aura plein de buts, il y aura plein de dribbles, il y aura plein de petits gestes marrants qui finiront sur Instagram et les nouveaux publics qui vont s'abonner à ça sans aucun problème. Moi, je me suis rendu compte un peu de cette approche-là pendant le confinement. Il y a plein de gens qui suivent le foot qui en fait étaient très contents de voir les matchs revenir à huis clos et ça ne les dérangeait pas du tout. Pour beaucoup de gens, aujourd'hui, le football est un contenu avant tout et non pas un fait culturel, un fait sportif et une partie d'échecs. Absolument pas. Excellente remarque, Nico. Je suis désolé, je n'avais pas vu que tu avais levé la main. En plus, on en avait discuté. Mais je rebaisse la main sur Skype. Mais en effet, je pense qu'on a aussi touché quelque chose d'intéressant. Alors, on va prendre un autre tweet d'un habitué du podcast Little Idiot qui nous dit c'est extrêmement compliqué parce qu'on va très vite arriver à une position paradoxale. Je suis absolument contre, mais si ça existe, alors il faut à tout prix qu'on y soit. C'est un peu ce que tu disais aussi, Nico. C'est compliqué. Il y a un autre différent parce que bon, celui de Little Idiot, je pense que c'est un peu le point de vue qu'on a déjà développé d'entrée. Celui de @John Amerolb qui dit a priori, vu le peu d'intérêt que présentent les championnats désormais, ça me ferait mal au cœur si l'OM n'y est pas. En revanche, si l'OM y est, on revient sur le devant de la scène européenne pour un bon moment. Donc bon, ça c'est un peu un truc que tu as développé aussi, Nico, mais lui, ce sur quoi il met aussi un peu l'accent, ce qui est un peu intéressant, c'est qu'il dit que les championnats désormais présentent peu d'intérêt. Et ça, en fait, moi, je pense que ça devrait nous alerter parce que c'est pourquoi il présente peu d'intérêt, parce qu'il y a eu des décisions qui ont déjà été présidées par les intérêts financiers et par la mort de l'incertitude sportive. Et on voit que donc on a des compétitions qui n'ont plus d'intérêt. Et donc on va en créer une nouvelle avec moins d'incertitude et plus d'enjeux financiers. Bah, génial, continuons. Après, comme tu dis, en plus, le pire, c'est que je pense que tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose, Nico. En effet, je pense que il y a un très gros public quoi pour ce truc-là et ouais putain, désespoir. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette réaction, messieurs? Non, tout ceci me déprime un petit peu. Je crois que la réaction la réaction de Little Idiot juste auparavant était celle qui résume le mieux notre façon de penser quoi. C'est vrai que c'est un peu la deuxième question, la question sous-jacente en fait, c'est cette ligue elle voit le jour. Par contre, l'OM doit à tout prix y être parce qu'aujourd'hui, on voit bien que finalement disputer la Ligue 1, qu'est-ce qu'on espère encore dans ce championnat de France, si ce n'est une deuxième place. Finalement, tout ce qu'on espère, c'est une deuxième place pour aller en Ligue des Champions. Donc, on est vraiment attiré par la piste aux étoiles, la Ligue des Champions. C'est là qu'il y a les plus hauts revenus. Donc, finalement, depuis les investisseurs qataris à Paris, le championnat de France a perdu quasiment tout intérêt. Et cette ligue voit le jour. Déjà, la question qui va se poser aussi, c'est est-ce que les clubs auront le droit de participer, si les clubs participent à cette compétition supranationale, on va dire, auront-ils encore le droit de participer au championnat domestique? Ça, c'est une question que je me pose et à laquelle on n'a pas de réponse. On ne sait pas exactement, quoi.
Mais, alors là-dessus, c'est un peu. Moi, j'aimerais qu'il y ait une réaction forte, voilà, des ligues nationales qui envoient, qui excluent simplement les clubs qui décident de participer à cette compétition excluante en se disant bon bah très bien, bon on va jouer sans vous et dans tous les cas parce que dans tous les cas, les championnats, ça va devenir des coupes de la Ligue bis. Ça va être, voilà, comme tu l'as dit, Nico, tout à l'heure, ça va être des matchs où on va envoyer l'équipe B, l'équipe C. Et en plus, tu auras des équipes tentaculaires, donc les autres ont des équipes minuscules. Et donc, pour moi, la seule manière de sauver l'intérêt des championnats, c'est de dire très bien, vous voulez y participer, bon bah vous dégagez et puis voilà et puis on jouera de manière. Sachant qu'en plus, si Super League il y aura forcément de la casse. Il y a plus que 16 ou 18 grands clubs en Europe. Il y aura des Anglais qui n'y seront pas, des Espagnols qui n'y seront pas, sans parler des Portugais, des Russes, des Ukrainiens s'il te plaît. Des Ukrainiens si tu veux, des Roumains, enfin des Hollandais, des Belges, enfin il y a des grands clubs ailleurs que dans le Big Four et ces clubs-là ils vont disparaître dans le néant. Enfin le Celtic de Glasgow ne va plus faire la Champions League, le Steaua Bucarest, enfin tu vois, c'est pas jouable, c'est horrible. Et là, tu parles de clubs qui ont plus de Coupes d'Europe que tout le football français. Accessoirement. Il y a Anderlecht aussi, ou l'Ajax Amsterdam aussi. Oui, absolument. C'est un club qui compte en Europe, quoi. Que va devenir l'Ajax Amsterdam. Et tout comme nos amis de l'Olympiakos hier, comme le Ferencváros, enfin, on peut citer des palanquets de clubs immenses qui vont disparaître dans le néant du football. C'est sûr, mais là, ça va devenir, en fait, les clubs vont devenir un peu comme, tu parlais de NBA au début du podcast, et c'est un peu ça, quoi. Les clubs vont devenir un peu des franchises. Oui. Pour intégrer cette ligue, ils vont être invités, avoir un pactole à mettre comme des droits d'entrée pour entrer dans cette ligue. Ouais. En termes de revenus, on n'est pas sûr que... Bon, aujourd'hui, je crois que gagner la Ligue des Champions, si on fait le parcours, un vainqueur de la Ligue des Champions, il gagne un peu plus de 80 millions d'euros, je crois. Bon, hors sponsor, tout ça. Après, même un peu plus que ça, beaucoup plus que ça, il me semble. Plus que ça, oui. Mais après, on n'est pas sûr non plus qu'une ligue fermée, ça décuple complètement les revenus des clubs. Si, enfin, ça c'est un truc intéressant que tu soulignes, Yanis, parce que moi j'ai du mal à imaginer ce que ça pourrait représenter. Alors, l'article de Sky Sport qui a révélé un peu cette première ligue, cette European Premier League, parle de la banque, je retrouve ça, de la banque JP Morgan, voilà, qui in talks to provide 4.6 billion pounds, donc putain, j'arrive pas à traduire provide, qui ramènerait, enfin voilà, qui ramènerait 4,6 milliards de pounds, donc je pense qu'on n'est pas loin des 5 millions de pounds. D'euros, donc ça fait beaucoup d'argent, mais comme tu dis, après comment ils vont être divisés ces 5 millions de pounds, on ne sait pas. Et là, en Champions League, il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est que là les gros clubs, ils ont décidé de prendre une plus grosse part du gâteau, parce que c'est passé un peu de manière anonyme, mais désormais quand tu rentres en Ligue des Champions, tu ne touches pas la même chose si tu es l'Olympique de Marseille qui a eu une participation sur 15 ans que si tu es le Real Madrid qui participe tous les ans et qui va au moins en quart de finale tous les ans. Tu touches beaucoup plus, tu vois, tu touches beaucoup plus d'entrées. Donc ça, c'est déjà un truc. Donc ils se sont déjà dit, oui, par rapport à notre passé dans le truc, déjà on touche plus. On a le droit de toucher plus parce qu'on est plus riche. Et en plus, on est souvent plus fort, donc on touche plus. Donc c'est déjà un truc. Donc là, ils vont faire ça. Ça va être la même chose. Ils ont réduit les grands clubs ont réduit l'incertitude financière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils craignaient pour leur contrat de sponsoring. Et c'est vrai qu'ils ont négocié ça parce que dans les revenus de l'UEFA, quand vous faites le parcours en Coupe d'Europe, il n'y a pas que les revenus de matchs gagnés et de qualification. Il y a aussi les revenus de ce qu'ils appellent le classement UEFA, justement. Et comme tu dis, Real de Madrid, ils sont tout en haut. Donc finalement, le Real, même une année où ils ne passeraient pas les poules, admettons, ils auraient toujours peut-être un niveau de revenu supérieur à toi, l'OM, qui arrive et qui la joue une fois tous les 7 ans, juste par leur standing passé. Enfin, oui. Ils ont réduit l'incertitude financière, quoi.
Voilà, j'avais expliqué ça dans une vidéo dans Débat Foot Marseille. Je pense que vous pouvez le retrouver. Et c'est parce que là j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a vraiment une grosse différence quoi. À l'entrée, le PSG il touche beaucoup plus d'argent que l'OM. Et encore, nous on bénéficie d'un petit bonus parce on l'a gagné une fois, donc il nous donne quand même un petit bonus de points. Mais voilà. Donc après faut voir. Mais en effet, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est ce que tu dis aussi. Est-ce qu'on est sûr que ça va faire exploser tes revenus? Parce que dans le football, c'est une logique qui se répète, c'est-à-dire qu'il y a toujours un nouvel échappatoire, un truc qui va te sauver. C'était les nouveaux droits télé, c'était Mediapro, c'est la qualification en Ligue des Champions, il y a toujours un truc à l'horizon. Pour le moment, bon, t'as des trous partout dans ton bateau, mais ça va, à l'horizon, il y a un truc qui va te sauver. Et après, quand t'arrives à ce truc, tu dis, ouais, bah, en fait, on me ponctionne 15%, et puis en fait, Mediapro, c'est des Chinois qui veulent pas payer, et bah, en fait, le truc où t'arrives et tu dis, oui, mais après, il y a un nouveau truc là à l'horizon. Et il y a toujours ce truc, mais pour le moment, les modèles sont complètement instables, les modèles économiques, et sont complètement inégalitaires. Donc, en effet, moi, je me demande si cette première ligue venait à voir le jour, si tu vas pas te retrouver avec des conditions complètement défavorables, mais tout heureux d'y être, tu vas remuer la queue et dire oui, j'y suis, donnez-moi un petit sucre, et on va te donner 2% des revenus du machin, et toi tu vas être un faire-valoir pour que le Real vienne te botter les fesses 3 fois par mois, parce que maintenant il y aura 75 matchs par mois. Et ça, c'est une question, mais c'est une question qu'on va jamais se poser parce que les Jacques-Henri Hérault de ce monde ne raisonnent pas comme ça. Ils raisonnent en tant qu'entrepreneurs dans leur petit cercle d'entrepreneurs. C'est le président du Real, c'est un entrepreneur aussi. Voyons, tu sais, c'est les valeurs de l'entreprise et tout. Bref, on va prendre un dernier tweet qui résume beaucoup de choses dont on a parlé. C'est Gary @allsawab. Qui est aussi un habitué, qui nous dit « La question d'y être favorable n'a pas lieu d'être en vrai. Elle arrivera quoi qu'il arrive. Si c'est pas en 2022, ce sera en 2024, 2026, 2030. Nos yeux romantiques n'appartiennent qu'aux plus de 30 ans. La nouvelle génération est celle qui porte l'image du foot. » Ce que tu disais, Nico. Il a développé pas mal. Les matchs ne comptent plus. On le voit sur les résumés dans les émissions de télé. Désormais, on ne garde que les buts. Sur les réseaux sociaux, ce sont les beaux gestes, dribbles, etc. Tout ce que tu racontais et ne suivent que les clubs et encore dans lesquels jouent leurs joueurs préférés, les supporters. Et c'est pas à Dijon que va jouer leur joueur préféré. Nous, on est centré sur l'OM, on aime notre club différemment des autres. Mais si on enlève nos œillères, on verra que c'est différent ailleurs. Bref, tout ça pour dire que oui, la Ligue européenne verra le jour et oui, on sera excité de la jouer quand on regardera les matchs. Si on la joue pas, on sera toujours supporter de l'OM. On s'abonnera à TFX Premium s'il le faut pour regarder quand OM un jeudi à 17h40. Il a résumé beaucoup de choses, non ? Il n'y a pas grand-chose à rajouter après ça. Hein. Ouais, TFX Premium, ça existe déjà ? Ouais, donc voilà. En fait, toute contente, elle aura les dessins animés en même temps. Vas-y. Oui, ça résume bien. Ça résume bien ce qu'on a dit. Mais notamment, il disait un camp OM un jeudi soir, parce que si la Super League voit le jour, comme je vous disais, les matchs auront peut-être lieu le week-end, et du coup, on aurait des matchs domestiques plutôt en semaine. Ça serait un énorme chamboulement. Mais je pense qu'il a bien résumé que c'est aussi une question un petit peu générationnelle. En fait, on consomme le foot bien différemment qu'il y a 10, 20, 30 ans. Trop de matchs tuent les matchs, en fait. Et c'est vrai que, voilà, là, je le dis souvent, mais le passionné aujourd'hui de football, c'est devenu un boulimique, quoi. C'est le mec qui non seulement il regarde son club, mais il regarde aussi l'affiche du Calcio et le dimanche après-midi, et quand il a rien à faire, il regarde Dortmund-Bielefeld, quoi. Voilà, c'est un furax, quoi, un boulimique. Ouais, c'est clair. Je voulais revenir sur cette histoire de jeudi soir pour un match de championnat. Ça m'a fait penser par association d'idées sur le fait que ces projets-là de Super League fuitent. C'est aussi un moyen de pression, de menace pour les grands clubs par rapport à l'UEFA. C'est qu'aujourd'hui, ces grands clubs sont plus forts que l'UEFA. Donc, en fait, ils tordent le bras à l'institution pour que, à condition de rester dans
dans le cadre de l'UEFA, la Champions League soit remodelée à leur image. Là, on a bien vu que les têtes de série ont été remodelées et les projets de Super League y ressortent régulièrement pour mettre un coup de pression à chaque fois. Et s'il n'y a pas la Super League, il y aura le projet de l'UEFA pour 2024 qui est une espèce d'usine à gaz où il y aura 4 poules de 8 où l'on est qualifié automatiquement pour la saison prochaine si on se qualifie en huitième de finale, et où certains vont être qualifiés d'office avec le COEF UEFA. Donc d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière privée ou de manière publique, on se retrouve en fait au bout d'un système, c'est-à-dire avec des grands clubs qui sont des marques mondiales et qui ont des intérêts économiques qui les rendent plus puissants que l'institution régulatrice et qui aujourd'hui font leurs lois. Ce qui se passe en fait, c'est que le football est en train de se bouffer lui-même à cause du libéralisme et qu'il est en train d'accoucher de quelque chose. On ne sait pas encore de quoi, mais on va bientôt le savoir. Ouais, et c'est tout ce que tu racontes là, ça me fait penser à un livre d'André Menot, qui a été entraîneur des Girondins de Bordeaux dans les années 70 et qui était un grand penseur du foot, mais comme il était un universitaire dans le football français, on a dit ça va, et l'intello là, ferme-la un petit peu. Il est décédé il y a quelques années. Son dernier livre s'appelle Football et humanisme et il raconte tout ça justement. C'est un peu une synthèse de différentes conférences, etc. qu'il a pu donner. Et il parle de cette pression continue qui existe entre autrefois le G14, désormais le CA, que tu as appelé d'ailleurs tout à l'heure l'ECA, comme le gardien. Oui, oui, mais CA. Ça se prononce comme ça, il me semble. Enfin, bon, après, on s'en fout, mais ça m'a fait rire que tu le prononces Jean-Louis Lec. Et c'est comme ça qu'il faut le dire, apparemment. C'est un autre football, ça, par contre. Mais oui, donc il raconte tout ça et tu as aussi parlé de comment c'est quoi déjà ton truc d'Amish là, la décroissance. Voilà, la décroissance, et il cite justement, moi il y a parce que je me suis régalé à lire ce livre, même si c'est le livre d'un universitaire, donc ça peut être un peu lourd, mais après avoir raconté tout le système football et sous-système enchevêtré et les luttes de pouvoir et justement les intérêts qui ont divergé, il prend l'exemple d'un grand penseur de la décroissance justement qui parle de points de contre-productivité, où en fait tu arrives à un endroit où ta protubérance qui est née à un moment parce que tu avais besoin de quelque chose, prend le pas sur le truc premier, et en fait ça devient contre-productif. Donc le truc que tu as créé est devenu engendrer un truc qui est contre-productif pour ton intérêt premier. Et je pense qu'on est en plein dedans, et donc ta réflexion plus ton statut d'Amish m'a fait penser qu'il fallait que je vous parle de ce livre, donc d'André Menot. J'ai vu que SoFoot avait fait un portrait de lui dans leur dernier numéro. Donc il est cité dans le dernier bouquin de Daniel Riolo que je suis en train de me taper pendant mes pauses de midi aussi. Voilà, donc c'est quelqu'un, il sera cité dans un prochain livre très intéressant d'un grand auteur de livres de football français. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas, Yannis, si tu voulais rajouter quelque chose. Non, pas spécifiquement. Je crois qu'on a pas mal débattu, on a bien fait le tour. Voilà, et je pense qu'on va encore une fois remercier tous les gens qui ont participé avec nous sur Twitter. C'était assez intéressant parce qu'il y a on a beaucoup de points qui se rejoignent forcément, mais vous nous avez quand même offert des pistes de réflexion différentes, comme celui du Bordeaux OM ou de l'horaire le jeudi soir et des championnats européens, tout ça. Donc on vous remercie encore une fois, et puis on remercie aussi ceux qui ont insulté ce projet de Super League. On remercie aussi. On va vous dire qu'à l'heure où nous enregistrons, Nice a pris un petit 6-2 à Leverkusen. Bon, football français, hein, ça va, tout va bien. Patrick Vieira. Salut Patrick. Mais Amine Gouiri a quand même marqué un but, parce que moi je voulais Amine Gouiri à l'OM, même si je savais que c'était impossible. Et dans mon oreillette, on me signale des petits bruits de vestiaire qui s'inquiètent de la condition physique de Payet et de la forme de Benedetto. Il y a des tops qui commencent à sortir. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, comme c'est surprenant, ben oui, mais en même temps il était déjà en surpoids l'an dernier et il nous a ramené en Champions League, donc notre plafond.
Je suis assez satisfait de cet épisode, messieurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Très content. J'ai très faim, donc il est peut-être temps de conclure. Voilà, Yanis, t'es content? Oui, content. On avait besoin de parler, d'évacuer un petit peu après cette triste soirée. Ouais, il y avait un côté thérapeutique en fait. Moi, j'ai un peu gueulé, ça va mieux là. Thérapeutique, exactement. C'est pas mal ces petites fins où on se fait des bisous et tout. Donc voilà. Donc comme dirait notre ami Moser, c'est de la merde. Des bisous. Ciao, à bientôt. Salut. Merci à tous, à bientôt.